On m'a demandé de parler du rôle de la femme dans la synagogue. Est-ce qu'elle a un rôle? Qu'est-ce que c'est que la synagogue? Est-ce que c'est la synagogue, les murs ou la communauté? Tout cela, je vais essayer de le traiter en quelques mots. Avant de... Alors, sur la feuille que vous avez en face de vous, c'est le plan de mon exposé, tout simplement. Au moins, les choses seront claires. D'abord, le cadre de tous les exposés que vous avez entendus. Féminisme et féminité. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que signifie le mot féminisme? Qu'est-ce que signifie le mot féminité? Le dictionnaire du Trésor qui est censé être un dictionnaire de base. Alors j'ai regardé, on peut lire ensemble. Féminisme, mouvement social. Je vais vous dire pourquoi j'ai cherché les définitions. Féminisme, mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme. L'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme. En particulier dans le domaine juridique, politique, économique, doctrine, idéologie correspondante, etc. Et le Trésor cite Jules Renard dans son journal qui écrit « Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant ». Ça m'a beaucoup plu. Bon. Et j'ai regardé aussi le mot féminité. Alors féminité, ça marche plus. Féminité, ensemble des caractères spécifiques ou considérés comme tels de la femme, avec pour antonymie virilité. Donc, ça signifie que la féminité et le féminisme, ce sont deux concepts qui se contredisent. Parce que si on regarde bien féminisme, ça signifie être à peu près à l'égal de l'homme, dans les domaines que le dictionnaire détaille, ça veut dire juridique, politique, économique, etc. Et puis féminité, c'est plus quelque chose qui se rapporte à la femme de façon spécifique. Donc ce sont en quelque sorte deux concepts qui se contredisent un peu. Si on veut être féministe, eh bien c'est être à l'égal de l'homme, donc un peu oublier sa féminité. Ça m'était important de remettre un peu les choses, les concepts un peu au clair, parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que dans l'exposé que je vais faire là maintenant, on va retrouver les deux concepts, et à mon sens, je vais aller beaucoup plus du côté de la féminité de la femme plus que du féminisme. D'abord, le cadre historique, ça veut dire en quoi la femme est-elle proche ou fut-elle proche de la synagogue? Déjà dans le Tanakh, on voit cela. Dans le Tanakh, on voit que, dans Exode 38, on voit que lorsque Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan, le tabernacle, alors entre autres éléments du tabernacle, il y avait une cuve d'airain, comme ça que la Bible en français traduit, une cuve d'airain avec sa base d'airain, de cuivre. Et comme à l'époque, les miroirs des femmes n'étaient pas de verre avec de l'autre côté une feuille d'argent, à l'époque, elles étaient de cuivre. On polissait le cuivre et ça faisait un miroir. Et les femmes sont arrivées chez Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, écoute, nous on voudrait faire un don, et notre don ce sera nos miroirs. Moshe Rabbeinu au début n'a pas accepté, Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est juste l'inverse. Tu dois l'accepter parce que c'est grâce à ces femmes, ou plutôt c'est grâce à ces miroirs, que les enfants d'Israël ont pu se multiplier en Égypte. Et donc, Moshe Rabbeinu a accepté, évidemment, les miroirs, et il les a mis, finalement, il les a placés dans la cuve d'airain, là où les Kohanim devaient se laver les mains. Ça veut dire se purifier en quelque sorte. Les pieds, pour se purifier. Donc, autrement dit, on voit déjà que les femmes sont arrivées, et Onkelos, ça ce qui est intéressant, et Onkelos dans la traduction araméenne du Tanakh, de la Torah, et Onkelos a traduit les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la Nashim Tzorveot, très exactement en hébreu.
Sorveot, et il traduit des femmes qui viennent prier. Autrement dit, déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, on voit que les femmes étaient proches du Ohel Moed, la tente d'assignation, et de cette façon, on voit que les femmes sont venues prier et ne sont pas restées seulement chez elles à la maison pour prier, mais au contraire, on retrouvait ce point de rencontre qui était le Ohel Moed. Bon, ça c'est un premier. Je suis en train de citer en ce moment des exemples du Tanakh. Un deuxième exemple du Tanakh que vous connaissez sûrement, c'est l'exemple de Hana à Shiloh. Hana, donc à l'époque, le tabernacle, le Ohel Moed, je l'ai envoyé le mot en hébreu, le Mishkan était à Shiloh, et Hana, avec son mari Elkana, sont arrivés tous les deux de façon régulière. Enfin, c'était pour cette famille-là, c'était régulier d'aller à Shiloh, au Mishkan, et pour donner leur korban, leur sacrifice. Et Hana prie dans le Mishkan pour avoir un fils, pour avoir un enfant, pour avoir un fils. Elle était stérile, nous raconte le Tanakh. Et à ce moment-là, elle prie. Donc on voit que Hana a prié dans le Mishkan plutôt que de prier chez elle à la maison, plutôt que dans sa tente, là où elle se trouvait. Elle aurait très bien pu prier là où elle se trouvait, mais non, elle a décidé de venir à Shiloh pour prier. Vous savez qu'à Shiloh, il y avait les tables de la loi, n'est-ce pas? On parle des Luchot Habrit qui ont accompagné, si vous voulez, à partir de Moshe Rabbeinu jusqu'au Beth Amikdash. Les Luchot Habrit sont passés en quelque sorte du Mishkan et après au Beth Amikdash. Donc, à l'époque de Hana, les Luchot Habrit étaient là-bas, les tables de la loi que Moshe Rabbeinu a reçues, et elle a décidé de prier là, dans l'endroit, on va dire, sacro-saint, qui pouvait être celui du peuple d'Israël. Donc, cette femme-là, Hana, a décidé de venir à Shiloh pour prier, et Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Et un troisième exemple, qui n'est pas celui de la Torah, enfin, c'est pas celui des Nevi'im Rishonim, mais plus tard, on a vu qu'au Beth Amikdash, même dans le Talmud, on a vu qu'au Beth Amikdash, les hommes et les femmes étaient mélangés. Oui. Et plus tard, nos sages ont dit, eh bien, c'est pas de règle. Il va falloir faire une Nazarat Nashim. Et c'est par la suite, disons, la construction du roi Salomon ne comportait pas une Nazarat Nashim. Par la suite, nos sages ont demandé qu'il y ait une Nazarat Nashim afin que les femmes soient séparées des hommes. Parce que, bon, toutes sortes de raisons que vous pourriez imaginer. Maintenant, il faut savoir que finalement, entre parenthèses, on dit soit Ezrat Nashim, soit Azarat Nashim. Les Sfaradim préfèrent dire Azarat Nashim, les Ashkenazim Ezrat Nashim. Les Sfaradim préfèrent dire Azarat Nashim pour distinguer le mot Ezra, aide par rapport à Ezra, la place en question. Donc Azarat Nashim, il y avait au Beth Amikdash. Dans le Talmud, c'est l'histoire que vous connaissez peut-être, dans le Talmud, on a vu des femmes assister à la dracha du Rav, des Tanaïm. En particulier, on a vu une femme très particulière qui a assisté à la dracha de Rabbi Meir. Vous connaissez l'histoire. Je la raconte en deux mots pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Il est arrivé qu'une fois, une certaine femme était c'était enthousiasmée pour la dracha de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir faisait ses drachot le vendredi soir, visiblement après la prière. Les gens n'étaient pas très pressés à l'époque, peut-être c'était une soirée d'hiver, je ne sais pas. De toutes les façons, ça me notait. Et de toutes les façons, il est arrivé que, bon, après la dracha, cette femme-là rentre chez elle à la maison, les bougies de Shabbat étaient déjà éteintes, et son mari lui dit « Madame, où étiez-vous » Alors elle lui dit bah, « J'étais en train d'écouter la dracha de Rabbi Meir. » Ah, c'est comme ça, tu peux rester dehors. Et là, je continue la petite histoire que nous raconte le Talmud.
Et de là, il lui dit, tu vas rester dehors jusqu'à ce que tu ailles cracher au visage de Rabbi Meir. Oh là là. Alors, un peu embêté. Alors finalement, cette femme, un jour, on ne dit pas combien de temps elle est restée dehors, mais de toute façon, Rabbi Meir, dans son esprit prophétique, une fois l'a vue, et à un moment, il dit, j'ai mal aux yeux, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir souffler un peu dans les yeux? Et puis Rabbi Meir lui dit, bon, tu peux cracher 7 fois devant moi, comme ça, ce ne sera pas une fois, mais ce sera 7 fois. Enfin, je vous passe les détails. Et c'est comme ça que cette femme a pu rentrer chez elle à la maison. Bon, ça signifie que, à l'époque, les femmes assistaient, je suppose que l'exemple de cette femme n'est pas unique et que les femmes assistaient effectivement au drachot des rabbanim, que ce soit le vendredi soir, que ce soit le samedi matin ou un autre jour de la semaine. Maintenant, j'ai trouvé de façon tout à fait particulière que dans l'histoire juive, il y avait des chazaniyot. Là, c'est le point numéro 5 que vous avez. On ne parle pas du tout de réforme, que ce soit clair. On parle de femmes tout à fait orthodoxes, et je parle en Allemagne, à Worms, sur la tombe, sur la stèle tombale de cette femme qui s'appelait Orenia, on dit d'elle qu'elle était chazanite. Maintenant, chazanite, ça signifie pour les femmes. On va en reparler. Chazanite, ça signifie pour les femmes, mais on dit d'elle qu'elle faisait une prière en yiddish, etc. Et qu'elle est décédée, envoyée au temps des Tosafot, on est un peu après Rashi, enfin 200 ans après Rashi, 1272 à Worms, et une autre qui s'appelait Renza, qui a été assassinée. Il y a eu un pogrom une fois à Nuremberg. Elle et 600 autres femmes qui ont refusé de se convertir au christianisme, qui ont été assassinées sauvagement par les chrétiens à l'époque. Et sur la tombe de cette femme, on parle d'une autre chazanite qui s'appelait encore une fois Rechenza, et à la même époque, pratiquement en 1298. Ça, c'est pour la petite histoire. Et on voit aussi, au fur et à mesure de l'histoire juive, des synagogues qui ont été nommées du nom des donatrices. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une très grande femme qui s'appelait Flora Sassoon. Je ne vais pas noter ici, mais c'était un peu le Rothschild de l'Inde. Et cette femme a hérité de son mari, c'est une histoire rocambolesque. Elle a hérité de son mari, et puis non seulement elle avait un sens financier très développé en Inde. Aujourd'hui, même si je ne m'abuse, à Bombay, il y a Mumbai aujourd'hui, on dit, il y a un grand boulevard de Flora Sassoon, au nom de Flora Sassoon. Et non seulement elle avait un sens économique et financier très développé, mais en plus, elle savait parler plusieurs langues et elle étudiait la Torah de façon régulière. Et on dit d'elle qu'elle a eu des entretiens avec le Ben Ishraï, qu'elle était à Bagdad plusieurs fois, qu'elle a eu un entretien avec le Ben Ishraï. Et bon, je vous passe l'histoire parce que c'est... Bon, je vais le dire quand même. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, parce que j'aime pas les choses qui ne sont pas précises. Je ne sais pas si c'est vrai. On dit d'elle, encore une fois, prenez ça entre parenthèses, on dit d'elle que le Ben Ishraï l'a fait monter à la Torah. Comment cela? Est-ce que c'était après la prière, pendant les 7 montées, avant la prière? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un témoignage comme celui-là. C'était une femme extraordinaire. Hein. Elle était finalement... elle était très liée à la reine d'Angleterre de l'époque, etc., etc. Bon, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur cette femme, Flora Sassoon, ça vaut la peine de regarder. Bon, c'est entre parenthèses. Donc, et entre autres, elle avait, effectivement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle a financé, il y avait une grande enfin, il y avait des synagogues qu'elle a financées, et surtout la Tzedaka, elle était donc un pôle majeur de Tzedaka et dans l'Inde et dans le monde entier, parce qu'elle recevait des lettres et des demandes du monde entier. Bien. Maintenant, concernant l'histoire de la halakha, ça veut dire, est-ce qu'il y a eu, comment est-ce que
dans quelle mesure les femmes étaient-elles intégrées, on va dire comme ça, au niveau de la halakha. Alors j'ai écrit ici la mitzvah de Hakehel. Hakehel, une fois tous les 7 ans, les hommes, les femmes et les enfants devaient arriver au Beth Amikdash pour écouter le livre de Devarim afin de, comment dire, de renouveler un peu les batteries des uns et des autres. Et on a vu que donc les femmes étaient également invitées, on va dire que c'était une mitzvah également pour les femmes d'arriver au Beth Amikdash afin de tout Israël, afin d'écouter à nouveau la mitzvah, le livre de Devarim que le roi devait lire devant tout le monde. Ça c'est un premièrement. Et il y a aussi une deuxième, on a vu qu'une deuxième, dans la halakha, j'ai écrit là la bénédiction sacerdotale d'une ville où tous les habitants sont Kohanim. Bon, un cas d'école, c'est vrai, mais le problème s'est posé au niveau de la halakha. Est-ce que les Kohanim devront dire Birkat Kohanim si tous sont Kohanim? Je dirais alors à qui dire, à qui bénir en quelque sorte? Réponse de la halakha, les femmes et les enfants. C'est-à-dire les femmes devaient venir pour la Birkat Kohanim, elles faisaient partie, on va dire comme ça, partie intégrante de la Birkat Kohanim. Elles se trouvent là présentes dans cette ville où il n'y avait que des Kohanim. Bon, est-ce que c'est une ville, c'est un cas d'école encore une fois, et on n'annule pas les Birkat Kohanim si tous les habitants de la ville sont Kohanim. La halakha nous dit que eh bien, ce sont les femmes et les enfants qui seront bénis. Bon, maintenant on va passer un peu au corps du sujet. On a parlé du cadre historique, on a parlé de l'histoire, un peu de la halakha. Le corps du sujet, pourquoi ou quelles sont les causes pour lesquelles, en général, les femmes ne viennent pas à la synagogue? C'est vrai, le matin de Shabbat, même le vendredi soir, bon, on va dire qu'elles sont fatiguées, je comprends, elles ont préparé le Shabbat, c'est normal. Et certains disent que si les femmes, elles viennent à Pessah, le vendredi, la veille de Pessah à la synagogue, ça veut dire qu'elles n'ont pas très bien nettoyé leur maison, n'est-ce pas? C'est méchant. C'est méchant. Bon, mais je veux dire par là, hein, que pour quelles sont les causes pour lesquelles les femmes ne viennent pas en général à la synagogue? D'abord par réserve, bon, snéroute. Il fut un temps où les femmes ne venaient pas du tout à la synagogue, et on va en parler. Il y avait des synagogues où il n'y avait pas du tout de Hazarat Nashim. Ça veut dire on n'invitait pas les femmes à la synagogue. Je dis souvent que les femmes ont commencé à travailler à l'extérieur à partir de l'entre-deux-guerres. Donc très tard dans l'histoire. Pourquoi l'entre-deux-guerres? Entre la guerre 1918, enfin la Deuxième Guerre mondiale, 1918-1945, on va dire comme ça, c'est tout simplement parce qu'on a commencé à employer les femmes dans les usines d'armement, et on a dit, ben, elles travaillent très bien, et les femmes, elles ont dit que, bon, eh ben, on va continuer à travailler. C'est comme ça que les femmes ont commencé à travailler à l'extérieur. Mais avant, non. Avant, depuis l'Antiquité, jusqu'à la Première Guerre mondiale, rares étaient les femmes qui travaillaient à l'extérieur. Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères n'ont pas travaillé à l'extérieur en général. Hein, en général. Évidemment, il y a des exceptions, mais en général, non. Et maintenant, et donc, ça a influencé également sur la synagogue. Les femmes préféraient ou restaient à la maison lorsque le vendredi soir, le samedi matin pour les fêtes, peut-être pour Yom Kippour, mais c'est pas du tout évident non plus. Donc par réserve. Dans la halakha, on parle également de bavardage et de paroles futiles. Bon, dans la synagogue, c'est vrai que les hommes, bon, Hachem, on parle tout autant du côté des hommes, mais disons, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes sont obligés de venir à la synagogue. On va en parler encore. Et donc, si on peut, au niveau de la halakha, on a dit que si on pouvait éviter des bavardages supplémentaires, bon, des futiles, alors à ce moment-là, c'est peut-être une raison pour laquelle les femmes ne sont pas, pendant des années, on va dire comme ça, ne sont pas venues à la synagogue. Troisièmement,
Par ignorance, ça veut dire il fut un temps où les femmes n'allaient pas à l'école du tout, enfin, les enfants, les filles n'allaient pas à l'école du tout. Et donc, il s'est trouvé qu'elles ne savaient ni lire ni écrire. Bon, est-ce que ça dérangeait pas, je ne sais pas, c'est pas notre problème d'aujourd'hui, mais il faut nous remettre dans la situation de l'époque. Et donc, il s'est trouvé que ces femmes-là ne savaient ni lire ni écrire, et à la synagogue, on doit avoir un livre, et on doit lire le livre de prière, on doit faire nos prières comme il faut, etc. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans certains livres ashkénazes, on trouve, par exemple, il y a une prière, et puis, surtout au niveau des tachanonim, des supplications, et on trouve « Kan bochim », ici on pleure. Tout simplement parce que les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils disaient. Alors, il y avait une petite phrase, ici on doit pleurer. Bon, parfois les gens se moquent, mais c'est faux de se moquer parce que, tout simplement, ces filles-là ou ces femmes-là ne connaissaient pas l'hébreu. Non seulement l'hébreu des prières, l'hébreu tout simplement, et puis l'hébreu des prières, et également le déroulement de la prière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on se lève? Est-ce qu'on s'assoit? Etc. Donc, ce fut une des raisons pour laquelle les femmes ne trouvaient pas tellement d'intérêt à venir à la synagogue, préféraient prier chez eux à la maison. Et au niveau de la halacha, elles sont dispensées. Elles sont dispensées de la prière en public, sont dispensées de la prière en minyan, avec le quorum juif requis. Et donc, l'office public des prières, pourquoi cela? Parce que, encore une fois, ça vous savez, sûrement vous en avez déjà entendu, que la prière c'est une mitzvah qui est fixe, qui est liée au temps, c'est une mitzvah positive qui est liée au temps. C'est la raison pour laquelle, bon, les femmes ne sont pas liées, sont dispensées de pratiquer les mitzvot positives liées au temps. Quelles sont les raisons? Alors, j'en ai trouvé 4. Il y en a peut-être plus, mais je crois que ces 4-là résument un peu l'ensemble de ces mitzvahs-là positives qui dépendent du temps. Premièrement, Shlom Bayit. Shlom Bayit, ça signifie que, bon, si la femme, elle voudrait faire mincha, et puis que son mari, on n'a pas tous des maris extraordinaires, hein, que son mari vient du travail fatigué, etc., il dit à la femme, fais-moi un œuf au plat, attends, mais je fais mincha d'abord, il risque d'y avoir des étincelles au sein de la famille. Alors c'est la raison pour laquelle la Kadosh Baruch Hu dit, bon, c'est comme ça, et bien, de toute la façon ça sera comme ça, parce que tous les couples ne sont pas des couples sains, S-A-I-N-T, et bien à ce moment-là, il vaut mieux Shlom Bayit, la paix au foyer, prime par rapport aux mitzvot positives qui dépendent de temps fixés. Si vous avez des questions, je peux y répondre tout de suite. Ça, c'est premièrement. Donc, pour ne pas qu'il y ait, comment dire, des étincelles, des frictions à l'intérieur du foyer, Akadosh Baruch Hu a dit à la femme, ou a dispensé de la femme de toutes les mitzvot positives liées au temps. Et de façon naturelle, on peut dire, non seulement son mari, mais aussi de façon naturelle, les enfants sont beaucoup plus proches de leur mère que de leur père, plus besoin de leur mère que de leur père, et donc à ce moment-là, la mère c'est difficile de cumuler les deux, on va dire comme ça. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, face au grand monde. Disons, c'est une explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit que la femme n'a pas besoin de pratiquer les mitzvot positives liées au temps. Pourquoi elle n'a pas besoin? C'est l'inverse. C'est-à-dire que l'homme, étant donné qu'il est face au grand monde, qu'il est à l'extérieur, les obstacles sont plus nombreux. Étant donné que les obstacles sont plus nombreux, Akadosh Baruch Hu a imposé alors de pratiquer toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps. Encore une fois, étant donné que la femme, on va dire comme ça, globalement, ne faites pas dire ce que je vais dire, mais globalement,
les femmes sont à l'intérieur, les hommes à l'extérieur. C'est pas vrai aujourd'hui, mais je le dis quand même. Alors à ce moment-là, étant donné qu'elles sont plus à l'intérieur dans un milieu plus protégé, on va dire, alors Akadosh Baruch Hu a dit bon, inutile qu'elle pratique toutes les mitzvot positives liées au temps. Par contre, l'homme qui est dans un milieu à l'extérieur face au grand monde, lui a besoin de pratiquer plus de mitzvot parce qu'il y a plus d'obstacles à l'extérieur et il devra faire encore plus attention. Donc c'est un peu l'inverse qu'on trouve ici. Troisième raison pour laquelle les femmes sont dispensées de toutes les mitzvot positives liées au temps, c'est l'horloge biologique. Leur corps elle-même, c'est une horloge biologique. Alors à ce moment-là, on va dire, et c'est une explication qu'on donne, et à ce moment-là, étant donné que leur corps même est une horloge biologique, elles n'ont plus besoin de pratiquer toutes les mitzvot liées au temps. Quatrième explication, ce que j'ai entendu dernièrement du Rabbi Lubavitch, il n'y a pas très longtemps. J'ai pas compris l'histoire de l'horloge biologique. On n'entend pas là. Et le mikvé. Comment? On n'a pas entendu ce que la personne. Et elle n'a pas compris l'horloge biologique. Ah oui, pureté familiale. Pureté familiale. Quatrième explication, celle du Rabbi Lubavitch. Il dit tout simplement que le mari, eh bien, il est shaliach mitzvah de sa femme. Autrement dit, ishto kegufo. Étant donné que le couple est un, eh bien, il suffira seulement au mari de pratiquer le mitzvot, et la femme, en quelque sorte, c'est comme si je désignais quelqu'un pour pratiquer telle ou telle mitzvah, et bon, et finalement, je suis dispensé à partir du moment où j'ai désigné ce quelqu'un pour pratiquer la mitzvah. Bon, en général, hein, encore une fois, en général. J'ai désigné quelqu'un, par exemple, je fais le kiddush le vendredi soir, tous ceux qui sont autour de la table sont dispensés de faire le kiddush parce que celui qui tient le verre de vin, celui qui dit le brachot, a dispensé les autres en quelque sorte, où il est le shaliach mitzvah de tous ceux qui sont autour de la table. Un exemple parmi mille autres. Donc ce sont les raisons en quelque sorte qui font que, les femmes sont dispensées des mitzvot positives qui dépendent du temps. Encore une raison pour laquelle elles sont dispensées, tout simplement parce qu'elles ne comptent pas dans le minyan. C'est pas parce qu'on leur en veut, pas du tout. Alors, pas. C'est tout simplement parce que le minyan, c'est en quelque sorte, fait partie de ces mitzvot-là qui dépendent du temps, et que c'est en quelque sorte une façon d'être agréé, que notre prière soit agréée auprès de Kadosh Baruch Hu. Alors, et donc les femmes ne rentrent pas dans le minyan. Encore une autre raison, c'est la possibilité qu'il leur est donnée de prier seul et plus tard que l'heure fixée à la synagogue. Étant donné que je ne rentre pas dans le minyan, donc je n'ai pas besoin d'aller à la synagogue, on est toujours dans les causes du fait que les femmes ne viennent pas à la synagogue, donc je n'ai pas besoin de venir à la synagogue et je peux prier tout seul. Ajoutons encore une chose que je n'ai pas ajoutée, mais ça sera entre guillemets, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas ajouté. Parfois, le samedi matin ou le vendredi soir, elles veulent se reposer, elles ont raison. Encore une fois, le cinquième point pour lequel une des causes du fait que les femmes ne viennent pas à la synagogue, c'est parce que l'espace réservé aux femmes ne leur convient pas. Azarat Nashim. Moi, je pense que personnellement, qu'il faudrait, dans notre synagogue, on l'a fait, bien que notre synagogue ait été construite par une architecte, parfois il y a des choses qui ne sont pas très, très agréables pour les femmes d'en haut, mais je veux dire, les femmes veulent voir, il faut qu'il y ait une acoustique, elles veulent voir, et les livres de prière doivent être à leur disposition, les Chumashim doivent être à leur disposition, des Teilim doivent être à leur disposition. C'est-à-dire que la Hazar Nashim, finalement, devrait être comme l'espace réservé aux hommes. C'est ce que je pense personnellement. Parfois, il arrive, et j'étais à Tzfat encore il n'y a pas très longtemps, une Hazarat Nashim qui faisait, je sais pas moi, un peu comme ça, hein, juste cet espace-là. Évidemment, ça ne donne pas très envie de venir à la synagogue, de prier, etc.
il fut un temps où il n'y avait pas du tout de Hazarat Nashim dans certaines synagogues. Bon, Baruch Hashem, les choses avancent, sont différentes de ce qu'il y avait auparavant. Maintenant, ce que j'ai vu, une chose très intéressante, c'est, je vais le lire en hébreu, je vais le traduire en français, c'est un témoignage du Rav Frida. Rav Frida est né en 1724, il est décédé en 1806 en Italie. Son corps a été ramené ici à Jérusalem, au Har HaZatim. Et il écrit, Achar, je vais lire en hébreu, je le traduis en français, Achar Atfila, donc après la prière, Nassa'anu me'Avignon le Cavaillon. Le compta venait ça vous dit quelque chose? De Avignon à Cavaillon. Donc il était là-bas, dans le sud de la France, en Provence, et voilà, le compta venait ça, n'est-ce pas? Les États du pape. Et Veitarsanti Bevet Israël à Cohen. Un monsieur qui s'appelle Israël Cohen. Et donc il a été invité chez ce monsieur. Veitachat à Bet Knesset, il a vu que dans le voisinage, il y avait une synagogue. En dessous, c'est-à-dire il y avait, je suppose, un espace qui était au-dessous de la synagogue. Yesh Bet Knesset Shel Nashim. Donc au lieu que, si vous voulez, on parle d'une galerie des dames en haut, là, la galerie, elle était en dessous. On parle du XVIIIe siècle. Veyesh Arubot Bakarka, il devait y avoir des sortes de cheminées comme ça. Bekarka Bet Knesset, Shemisham Root Sefer Torah. De là, les femmes pouvaient voir le Sefer Torah. Visiblement, c'était de telle façon qu'on ouvrait, lorsqu'on ouvrait le Sefer Torah, les femmes, un peu de près finalement, pouvaient voir le Sefer Torah. Et Rod Sefer Torah, ויש להם חזן איש שמתפלל לנשים בלעז. Et il y avait un chazan qui priait pour elle, mais en français. Bela'az, ça veut dire en langue étrangère. Il se trouvait à Cavaillon, il se trouvait à Avignon, donc c'était en français. Intéressant. Ça veut dire que c'est pas toujours que... Là, il fut des endroits où on s'est soucié et du Nazarat Nashim correct et du fait que les femmes comprennent à la synagogue. Encore une fois, c'est pas tout le monde, premièrement, qui lisait le français, et c'est pas tout, encore moins, qui lisait l'hébreu. Donc il y avait quelqu'un dans cette synagogue-là, on parle des États du pape, dans cette synagogue-là, et c'est un témoignage du Rav Frida, dans cette synagogue-là où les femmes venaient et priaient selon la règle. Maintenant, quelles sont les causes du fait que les femmes viennent à la synagogue? L'inverse. D'abord, parce qu'il y a certaines mitzvot qui sont pratiquées avec le minyan. Une femme peut dire Kaddish avec le minyan. Si par exemple elle n'a pas de frères qui disent Kaddish, une femme peut venir à la synagogue, dit Kaddish avec le minyan, mais avec le minyan. Pas à voix haute et pas toute seule. C'est-à-dire qu'il y a certaines restrictions à cause de la tzniut, à cause d'une certaine pudeur. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, Kaddish Ketoucha. Deuxièmement, on dit des femmes qu'elles doivent arriver à la synagogue pour Parashat Zachor, n'est-ce pas? C'est pas tous les poskim qui sont d'accord, c'est pas tous les décisionnaires qui sont d'accord pour obliger les femmes à venir à la synagogue pour Parashat Zachor avant Purim, le Shabbat avant Purim. Également, la Megillat Esther, les femmes sont censées arriver à la synagogue pour écouter la Megillat Esther et la veille de Purim et le matin de Purim. Dans certaines synagogues, je vais en parler un peu plus loin, dans certaines synagogues, il y a des minyanim de femmes qui lisent la Megillah pour elles-mêmes, avec les brachot, oui. Du point de vue de la halakha, c'est pas contredit. Non. S'il y a une femme qui sait lire, c'est par exemple chez le Rav Lao, le Rav Beni Lao à Rov Rabban, si il y a visiblement, je sais qu'il y a une femme, ou plusieurs, je ne sais pas, qui lisent la Megillat Esther pour les femmes. À mon sens, vous voulez que je vous dise, c'est très bien. Parce qu'on est en Israël, les choses changent, le public israélien, non seulement c'est la langue maternelle du public israélien, et en plus les choses changent, mais peut-être un peu lentement, et on va en parler par la suite, lentement mais changent. Je crois que c'est très bien.
Parce que ça donne la possibilité aux femmes. Par exemple, j'ai voulu enseigner à ma propre fille la Megillat Esther il y a longtemps, mais elle a abandonné, c'est un peu long comme ça. Mais on avait commencé, je lui ai dit, mais tu vas à l'école. À l'école, elle avait plus de 12 ans, à l'école, je t'apprends et tu liras pour les autres élèves de ton âge. Bon, finalement, elle s'est un peu découragée, mais les choses, au début, elle était très enthousiaste. Bon, c'est un peu long, je reconnais. Mais aujourd'hui, les choses sont très différentes. Et la halakha est dynamique. Seulement, bon, ça prend du temps. Mais s'il y a une synagogue où les femmes lisent pour les femmes, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Hein, tous les poskim ne sont pas d'accord. C'est au moment où il n'y a pas des... Oui. Les femmes pour les femmes. Et au contraire. Encore une fois, tous les poskim ne sont pas d'accord, mais je veux vous dire, il y a parfois des poskim séfaradim d'Afka qui sont pour la chose. Ça, c'est deuxièmement. On parle de srar psiot. Srar psiot, c'est, comment dire, la récompense qu'un homme ou une femme peut recevoir ou doit recevoir selon les pas qu'il fait pour aller à la synagogue. Ça, on le trouve déjà dans le Talmud. Qu'une femme a décidé d'aller plus loin que la synagogue qui était dans son voisinage, dans une autre synagogue plus loin. Alors, on lui a posé la question, mais pourquoi tu as une synagogue dans ton voisinage? Réponse de la femme, oui, mais la récompense que j'ai pour aller dans cette synagogue qui est éloignée sera plus grande. Donc, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, on peut dire que c'est une raison du fait que les femmes peuvent ou viennent à la synagogue. Une troisième raison, et puis c'est un verset de Michelet, un verset des Proverbes, chapitre 14, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi, Berov'am Hadrat Melech. C'est-à-dire, plus les gens sont, plus il y a de monde à la synagogue, et mieux c'est. Parce qu'il y a un enthousiasme plus grand, et parce qu'il y a, on va dire, une élévation spirituelle plus importante, que ce soit homme ou femme, on trouve toujours un grand plaisir à entendre Amen, ou à entendre le Kaddish ou la Kedusha dite par les hommes, mais on entend Amen, ou peu importe, chanter ensemble, etc. C'est aussi une des raisons. Une autre raison, c'est se rapprocher de la pratique des commandements. Ça veut dire, on entend la dracha du rabbin, on entend des halachot, dites par tel ou tel individu dans la synagogue, une dracha, un shi'ur. Donc ça rapproche les gens de la synagogue, ça rapproche les gens du Beth Midrash, ça rapproche les gens de la Torah, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Alors à ce moment-là, on peut dire que c'est une chose qui est louée. Donc c'est une des raisons pour laquelle les femmes viennent à la synagogue. Et une dernière raison, c'est vivre au diapason de la synagogue, de la communauté. Ça veut dire vivre au diapason de la communauté. Ce que la communauté vit, eh bien, les femmes et les hommes le vivent. Il peut y avoir des mariages, chas v'shalom, des événements plus tristes. Et donc les hommes et les femmes, s'ils viennent à la synagogue, les femmes y compris donc, eh bien, sont au courant de ce qui se passe dans la synagogue, ce qui se passe dans la communauté. Quand je dis synagogue, ça signifie également communauté. C'est pas seulement les murs de la synagogue, c'est pas seulement la prière, c'est également la communauté. Vivre au diapason de la communauté. Oui, je vous en prie. Les rabbinim ont décidé que les femmes doivent prier au moins une prière par C'est juste. Complètement. C'est juste. Alors, elles peuvent le faire à la maison. Non, à la maison. Oui, elles peuvent le faire à la maison. Et quand on dit d'une prière, ça peut être la Hamida, ça peut être le Shema Israël, ça peut être tout Midra entier, ça dépend de leur temps, du temps qu'elles ont. Souvent, il y a des femmes qui disent « Qu'est-ce que je dois dire chez moi à la maison? Est-ce que je peux commencer par Vatit Palel, Chana, Vatomar, etc. » Si tu as le temps, avec grand plaisir. Si tu veux le faire, avec grand plaisir. C'est vrai, de quoi on commence? Ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles veulent faire d'après le temps, ça dépend, je vais vous dire franchement, ça dépend de l'âge de la dame. Parce que s'il y a des petits-enfants, je comprends. Je vous en prie. Mais qu'est-ce que, en fait, une femme ne peut pas compter dans un minyan? Parce que, j'ai dit, parce que c'est la prière qui est acceptée de Akadosh Baruch Hu, c'est une prière faite à 10. Moins que ça, on regarde, c'est une prière de la communauté. Ça veut dire, c'est un peu comme nos sages donnent
je vais répondre tout de suite à la question. C'est un peu, nos sages donnent l'image suivante. C'est l'image d'un groupe de personnes. Bon, pourquoi 10? Parce que dans la Torah, je parle en fait dans cette, mais c'est un groupe de personnes. C'est la différence entre quelqu'un qui vient tout seul demander au roi, faire sa requête au roi tout seul, et un groupe de personnes qui viennent demander au roi leur requête, qui viennent faire leur requête auprès du roi. Le groupe est beaucoup mieux accepté que la personne individuelle. Et comme la prière en communauté est acceptée de Akadosh Baruch Hu en général, eh bien alors on demande qu'il y ait 10 personnes hommes. Maintenant, la prière en elle-même, les hommes sont obligés. 3 fois par jour sont obligés. Les femmes, non. Donc, pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure. Oui, j'ai répondu. Oui, mais si elle est volontaire, C'est volontaire. elle pourrait faire partie du minyan. Pourquoi elles ne sont pas acceptées donc Maintenant, il faut que je vous dise qu'il y a eu des minyanim de femmes. On est toujours dans le domaine orthodoxe. Hein. Toujours dans le domaine orthodoxe. J'ai entendu qu'à Djerba, il y avait des minyanim de femmes qui étaient là, qui priaient entre elles. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'elles ont dit Kaddish ou pas Kaddish, s'il y avait 10 femmes ou pas? J'ignore. Je le dis tout de suite, je l'ignore. Au niveau de la halakha, c'est pas accepté. C'est comme le Simoun. C'est comme le Zimoun, elle peut faire le Zimoun entre elles. Le Zimoun, elle peut faire entre elles. Il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas d'homme. Parce que c'est pas Tsnéro, c'est pas pudique, on va dire comme ça. Je vous ai répondu? À peu près. Non, À peu près. on ne sait toujours pas pourquoi elles ne sont pas. Je continue. Maintenant, il y a des groupes féminins de prière. Maintenant, je passe au niveau un peu réforme. Oui. Parce que je voudrais être un peu objectif. Il y a des groupes de prière féminins qui se forment. Et là, j'ai un problème. Parce qu'il y a, comme j'ai écrit, une frontière délicate entre orthodoxie et réforme. La frontière est très, très, très fine, très délicate. Est-ce que les femmes, elles peuvent monter au Sefer Torah? Est-ce que les femmes peuvent prier avec des hommes, assis ensemble avec des hommes? Tout ça, ça fait partie un peu de la réforme. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des milieux orthodoxes qui sont à la limite de la halakha. Évidemment, en général, le mimsad des rabbanim, comment on dit ça, mimsad rabbani? Establishment. L'establishment des rabbanim, en général, s'opposent. En général, s'opposent, bien que, vous savez, parfois, il y a 4... Enfin, aux États-Unis, c'est la dernière que j'ai citée au niveau numéro 4. Et ici, il y a pas très loin d'ici, le Keilat Yedidia, où là, il y a des femmes qui font des drachot en public. Par exemple, chez Rachadasha, pas très loin d'ici aussi, Siach Yitzhak. Il y a ce genre de groupe féminin où, par exemple, on a vu que la Mechitza, elle se trouve au milieu. D'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, et puis la Teva, elle se trouve, c'est à la limite de l'orthodoxie, je vous dis tout de suite. C'est de l'establishment des rabbanim, c'est à la limite. C'est pas tout le monde qui est, je dirais même, c'est la majorité des rabbins qui refusent. Ou bien qu'une femme fasse la dracha devant les hommes, etc. Alors que, une fois j'ai entendu que le Rav Yaakov Ariel, le Rav de Ramat Gan, lui a posé la question. Et il a dit la chose suivante. Il a dit, moi j'ai connu une femme, très célèbre, très Talmid Chacham, une femme d'une connaissance très grande au niveau de la Torah et du Talmud, qui s'appelait Nechama Leibovitch, Zechona Livracha, et qui à la faculté, elle, évidemment, à l'université, elle présentait tous ses exposés, mais à la synagogue, a toujours refusé de parler à la synagogue. Et une femme, évidemment, Yirat Shamayim, qui craignait Dieu, etc. Mais elle, non. Au niveau, à la synagogue, ça reste le domaine de la prière. De la prière. Même si on ajoute des drachot à l'intérieur, c'est d'abord et avant tout le domaine de la prière. Et en plus, il y a une question, encore une fois, une question de tzniut, de pudeur, etc. Bien que c'était une femme extraordinaire. Mais à la synagogue, non. À la fac, oui, mais à la synagogue, non. Et donc, encore une fois, il y a... En général, ce genre de public, c'est un public très particulier.
américano-orthodoxe, et donc qui essaye de trouver, de percer un peu, on va dire comme ça, de percer un peu. Peut-être ça arrivera plus tard dans certaines conditions, pour l'instant, non. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passait au niveau de ces Rabaniotes, de Worms et de... Oui, entre elles. Il y avait des Minyanim qui... Entre elles, oui, entre elles et en yiddish. En yiddish. Ça, c'est sûr que c'était entre elles. C'est l'évidence même. Mais... Des Minyanim impliqués. Oui, probablement. Oui, probablement. Et on n'a pas beaucoup on a juste la stèle tombale, je veux dire, mais on n'a pas beaucoup de témoignages concernant. Ça vaudrait la peine de faire un autre exposé sur toutes ces femmes-là, chazaniotes orthodoxes. Ça vaudrait la peine dans tous les coins du monde, mais ça a existé. Mais encore une fois, entre elles. Oui, je t'en prie. Dans le Talmud, Chazan, ça ne veut pas dire canteur, chanteur. C'est chante. juste. C'est quelqu'un qui enseigne la Torah. C'est juste. Chazan, ça vient du mot la racine en hébreu chet, zain, he, qui signifie voir. D'abord, Chazan, ça signifie le maître qui montre aux enfants. C'est ce que dit. Les maîtres qui montrent aux enfants où c'est écrit. Où c'est écrit, ils leur montrent la page, la ligne, le mot, etc. C'est d'abord Chazan, dans le langage de la Mishnah, c'est un maître d'école. Et après, c'est devenu, il y a eu un glissement de définition, et c'est devenu le Chazan, le cantor de la synagogue. Maintenant, à part la synagogue, j'ai noté ici les fonctions parasynagogales. Parasynagogales, ça signifie tout ce qui n'est pas, on va dire, tout ce qui n'est pas prière proprement dit. Et les femmes peuvent très bien, il n'y a aucune objection au niveau de la halakha. Alors là, vraiment, on va dire, le monde est ouvert. Parce que ce soit au niveau de l'administration, évidemment, on va voir au H, vous verrez l'exemple de Léa Chakdiel, on va voir ça tout de suite, mais au niveau de l'administration, il n'y a aucun problème. Les femmes peuvent faire partie, par exemple, du conseil d'administration, je dirais même que c'est même louable. Parce qu'au moins, elles représentent la communauté des femmes dans la synagogue. Premièrement, la trésorerie, on a vu des femmes, même dans le Talmud, on a parlé de femmes gizbarites. J'ai noté là, dans le Talmud, de Masechet Shabbat, on a vu des femmes gizbarites au temps du Talmud. On a parlé du volontariat. Quand on parle de volontariat, c'est bien qu'il y a un groupe de femmes qui s'occupent de Bikur Cholim, de Nichum Avelim. Parfois, il y a des gens qui sont complètement seuls. Et qu'au niveau du groupe de Shatranut, des femmes qui, peut-être, elles comprennent un peu mieux le lien entre l'homme et la femme. Donc, tout ça fait partie, en quelque sorte, de la communauté. Et président d'une communauté, un peu. Alors, regardez, l'exemple, Léa Chakdiel, je vais en parler tout de suite. Quand on dit, par exemple, présidente de la communauté, il faut qu'elle ait, encore une fois, les capacités requises. Bien sûr, on est tous d'accord. C'est pas parce que c'est une femme, on dit bon, on va la faire monter, et puis bon, après c'est la catastrophe. Mais je veux dire, bien sûr, pourquoi pas? Si elle a les capacités requises, pourquoi pas? Souvent, en parlant de Nechama Leibovitch, souvent je lis ses livres qui sont extraordinaires. Je veux dire, elle a des chidushim très intéressants. Encore une fois, les capacités requises. Au niveau de l'organisation, on a toujours, toutes les mains sont bénies, on va dire comme ça, que ce soit celles des hommes ou des femmes, ça fait partie des fonctions parasynagogales, et au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de l'organisation des fêtes, des conférences, des cours, des randonnées, etc., que ce soit les hommes ou les femmes, on dit merci à quiconque veut bien venir. Et au niveau de l'entretien également, que ce soit les hommes ou les femmes, encore une fois, toutes les mains sont bénies. Enfin, le grand âge. Alors là, c'est ce que vous disiez, madame. Ouais. C'est l'exemple de Léa Chakdiel. En 1987, ça remonte un peu loin, à Yerouham, une ville purement sfarade, où on a vu l'exemple d'une femme qui voulait être Yoshev Rosh à Moïtza Adatit. Elle a présenté sa candidature pour être Yoshevet Rosh Moïtza Adatit. Et il y a eu un bagatz. Ils sont arrivés au tribunal parce qu'il y a eu une opposition
des synagogues de Yerouham. Et ils sont arrivés au Bagat, ça veut dire au tribunal, et elle a eu gain de cause. Et elle, ça a été la première femme, parce que évidemment il fallait bien qu'il y ait un takdim, un précédent, voilà, pour la jurisprudence. Il fallait qu'il y ait un précédent, et les choses ont été faites. Et encore une fois, en 1987, cette femme-là a été élue. Et il y a eu également, plus tard à Efrat, aussi dans le conseil d'administration de la Moed Sadativ, 3 femmes qui sont entrées. Moi, je trouve que c'est bien, au contraire. Elles représentent le public féminin de la ville. Que ce soit de la ville, la communauté de la synagogue. Comment? Elle était quoi? Présidente? Je me sens qu'elle était, chaque d'elle, elle était avocate, je crois. Non, mais elle a été élue comme... Elle a été Yoshevet Rosh Moetza Adatit. Ça veut dire en français, le président du consistoire. Ah, du consistoire. Oui, Moetza Adatit, c'est le consistoire de la ville de Yerouham. Président. Bon, quand on parle des fonctions publiques religieuses, on parle des enseignantes également qui enseignent le Kodesh. Vous savez qu'en Israël, dans le public juif, il y a plus de femmes qui enseignent le Kodesh que d'hommes. Et donc, chez les Haridim, c'est l'inverse. On n'accepte pas. Mais en général, donc, dans le Mamlarti Dati, qui est bien plus important que le Chinuch Haridi, il y a plus de femmes que d'hommes qui enseignent le Kodesh. Évidemment, il y a des ishtalmouyot, Stage. des Formation. formations professionnelles qui sont, que les enseignants doivent suivre, etc. Et il y a évidemment un public masculin enseignant. Et les choses se font un peu de façon naturelle. Donc, les enseignants. On parle également des Toranot Rabbaniot. Toranot Rabbaniot, ce sont les avocates au Bet Din, les avocates au Bet Din. Il fut un temps où il n'y avait que des avocats au Bet Din. Et puis, grâce au Rav Mordechai Eliyahu, Zichron Livracha, la chose a été acceptée et il y a eu des avocates au Bet Din. Et il se trouve que les avocates au Bet Din professent peut-être un peu mieux que leurs confrères masculins. Il se trouve, c'est la réalité des choses. C'est quoi une avocate au Bet Din? Tout simplement, comme un avocat au tribunal, elles sont censées défendre leurs clients. Leurs clients. Pour le divorce. Divorce, en général, le Bet Din aujourd'hui ne s'occupe plus que des divorces. C'est ce que fait aujourd'hui le Bet Din. Comment? Quelle formation? Il y a une formation. Il y a une formation professionnelle. Oui. Une formation talmudique, une formation laïque. Elles ont, si je ne m'abuse, c'est une formation qui est relativement poussée. C'est relativement poussé, des examens, etc. Et puis après, on les laisse faire comme elles pensent. Si c'est une femme avec beaucoup de charisme, ben, elle arrive. Si c'est une femme avec moins de charisme, elle arrive moins, etc. Comme n'importe quel avocat du monde. Il y a encore un métier qui a été réservé aux rabbins. Dernièrement, on le voit un peu plus chez les femmes, me semble-t-il, c'est une chose tout à fait naturelle, normale, que ce soit un métier de femme et pas d'homme. C'est, je l'ai noté ici, les bodkot marot. Vous savez qu'avant d'aller au mikvé, il y a des femmes qui ont toutes sortes de tâches, et donc à l'époque, elles présentaient, c'est pas très agréable, je dois reconnaître, au rabbin. Et le rabbin disait kshera, tmea, etc. Maintenant, les choses sont différentes. Et c'est normal qu'elles soient différentes. Il y a des bonnes cotes, et finalement, il faut beaucoup de Yirat Shamayim pour cela. Mais elles apprennent. Elles apprennent les différentes couleurs, elles apprennent comment leur consoeur doit être allé au mikvé ou pas au mikvé. Et ça, c'est une chose, que personnellement, je loue. C'est très très bien que ça se passe. Et une dernière chose, dernier métier des fonctions publiques religieuses, c'est les mashgichot kashrut. Alors là, il y a un problème. Parce qu'il y a des femmes qui ont voulu être mashgichat kashrut, et la kashrut, c'est un domaine très, très, très épineux. On parle beaucoup d'argent. Et donc, il faut une femme, excusez-moi l'expression, qui porte les pantalons pour être très dominante et dire c'est comme ça et pas autrement. Et parfois, il y a des frictions très graves. Et il faut qu'elles aient et les épaules larges, et surtout qu'elles soient poussées de l'intérieur. Parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Pas facile du tout,
Et il y a aujourd'hui des formations continues pour ce genre de femmes-là qui veulent être mashkechat kashrut. Évidemment, on ne va pas les mettre aux abattoirs parce que bon, c'est trop difficile. Mais dans les magasins, dans les supermarchés, etc., il peut y avoir des femmes yirat shamayim, des femmes qui craignent Dieu, vraiment qu'on voit qu'elles portent la kashrut dans leur cœur et qu'elles puissent rapporter au Bédit ce qui se passe dans tel ou tel endroit. Moelle. Je t'en prie. Oh non, quand même. Non, c'est pas très délicat. Non, C'est pas très délicat. Je vais te dire personnellement. Moi-même, je suis Moël, mais je veux dire, une fois, il m'est arrivé de faire un brit milah dans un kibbutz non religieux. Et il y avait avec moi la métapélette. Vous savez, dans les kibbutzim, il y a des métaplotes, des femmes qui sont. La mère, en général, se retire du jeu. La mère, elle se retire du jeu, puis elle laisse le bébé à la métapélette. Et comme ils avaient très très peur, les deux parents de la Brit Mila, alors ils avaient invité personne. Et je me suis retrouvé avec la métapélette, le bébé et moi. Alors elle me dit, la métapélette, est-ce que je peux être sandak? J'ai souri et j'ai dit, non, je préfère pas, c'est pas très agréable, c'est pas très... Bon, mais on a parlé aussi des femmes, la question a été posée pour les femmes qui sont, est-ce qu'une femme peut être chourette? Qu'est-ce qui a été semblable, Vincent? C'est sur la table. Il n'y a pas eu de sandak. Il n'y a pas eu de sandak. Non, il n'y a pas eu de sandak. Vous étonnez pas, ce sont des choses courantes. Hein. Ah Vous bon? étonnez pas. Oui, oui. Là, si vous avez l'habitude de voir des Brit Mila dans les salles de réception, il y a toujours beaucoup de monde, etc. Mais il y a beaucoup de Britotes qui se font à 3, si on peut dire, ou à 4. Parce que les parents ont terriblement peur, on parle de milieux qui ne sont pas religieux, hein, terriblement peur de la Brit Mila. Et bon, si parfois les choses se font à l'hôpital même, dans une petite salle. Tsipora, on dit qu'elle a... Comment tu dis? Tsipora. Oui, c'est ça. On a cité. Alors, la question a été posée, je peux même te dire qui. La question a été posée à Rabbi Yosef Messas, qui était Av Beddin à Meknes, qui était grand rabbin de la ville de Haïfa après sa Aliyah. Il a écrit un livre qui fait autorité et qui s'appelle Maim Chaim, Shelot Utshuvot Maim Chaim. Et la question lui a été posée à propos de femmes Moël et de femmes Shochet. Il a répondu non, parce que bon, pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas Etzni'out. Et c'est pas très beau de voir le sang, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il fut un temps où les femmes on n'allait pas au supermarché parce qu'il n'y avait pas de frigidaire, donc il n'y a pas de réfrigérateur, et donc les hommes et les femmes étaient toujours à la recherche de viande fraîche, etc. Donc la question a été posée dans un milieu où finalement où on mangeait beaucoup de viande, où surtout on cherchait toujours le shochet. Dans une société comme celle-là. Bon, la question a été posée, bon, il a répondu par la négative. Pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas m'exposer. Voilà à peu près et le plan et le contenu que je vous ai donné. On peut continuer à en parler encore le moment, mais enfin, disons, pour un premier abord. On a abordé à peu près tous les rôles, sauf celle du rabbin. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes rabbins. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai parlé ici que du domaine orthodoxe. Donc, qu'est-ce que dit la... Non, la halakha, elle dit non, parce qu'elle dit non, je veux dire, il y a... Si, maintenant, il peut y avoir, par contre, dans le milieu orthodoxe, des femmes qui conseillent. Ça, oui. Des femmes qui conseillent au niveau de la halakha. Et, comme par exemple, toi, un être rabbinite. Ça, c'est très, très possible. Et au contraire, le Beddin, si on voit que le conseil tient debout, alors à ce moment, le Beddin accepte. Pourquoi pas? Ou que ce soit au niveau de la cacheroute. Il peut arriver qu'une femme a telle ou telle idée au niveau de la cacheroute, et qu'elle conseille, et qu'on arrive à démêler tel ou tel problème. Rabbin, alors maintenant, si vous voulez, je peux parler un peu des shots à Kotel, ça vous fait plaisir. Ouais. Encore une fois, c'est un public très restreint, dans un temps très restreint, parce qu'il s'agit juste de Rosh Chodesh, avec une publicité très grande, et finalement, pour pas grand-chose, je veux dire... si j'étais moi, là-bas au Kotel, bon, tu veux mettre les tefilines, mais les tefilines, mais ici, on n'est pas...
Si vous voulez, quand on a parlé de Michal, la femme de David Ameler, la fille de Shaul Ameler, qui mettait les téphilines, ou les filles de Rachi qui mettaient les téphilines, mais ce n'était pas pour se mesurer aux hommes, c'était parce qu'elles avaient atteint un niveau spirituel intense, qu'elles ont éprouvé le besoin de mettre les téphilines. Mais il ne s'agit pas de mettre le talit et les téphilines parce que je veux être comme un homme, c'est sincèrement ridicule. Mais là, c'est différent, le cas. Mais là, c'est ce que je dis. Et je veux pas. Toutes ces néchotes à côté, elles disent. Mais si les hommes, les hommes mettent les téphilines, moi aussi je veux mettre les téphilines. Mais on n'est pas. C'est pas du tout ça. C'est pas une main de fer. C'est la femme. Encore une fois, je le dis et je le répète. La femme a son domaine, l'homme a son domaine. Il n'y a pas de raison d'être au même diapason. C'est faux de penser une chose pareille. C'est faux de penser une chose pareille. Et je vous ai dit au niveau du D4A, 4B, quand on a parlé du face au grand monde, au D4B, quand on a parlé face au grand monde, c'était ça finalement, que la femme elle est dispensée de toutes les mitzvot parce qu'elle justement, ce que dit le Rav Shimshon Raphaël, parce qu'elle est justement, elle n'a pas besoin, puisqu'elle est moins exposée au grand monde, elle n'a pas besoin de toutes ces mitzvot là. Donc encore une fois, les hommes et les femmes ont deux domaines différents et c'est faux de penser qu'on va faire un bras de fer entre les deux. Mais il n'y a pas d'interdiction formelle en fait de ce que je comprends alors. Il n'y a pas d'interdiction formelle, c'est juste un problème de tzniout. Mais si les femmes veulent faire... Quel halakha? Être rabbin, prier en minyan, faire kaddish. Si on est entre femmes, en fait, il n'y a plus d'interdiction. Maintenant, rabbin, c'est pas... ça signifie rien. Ça signifie rien, encore une fois, c'est la réforme. C'est pas du tout... à la vérité, moi je ne connais pas de femme rabbin, alors je ne peux pas dire. L'exemple que vous avez cité, Il y a 2 ans à Paris. N'entendez pas tous à la fois, mais je veux bien écouter. Le cas d'une femme en Allemagne, je crois que c'était à Francfort, avant la Shoah, qui est devenue rabbin orthodoxe. C'était la première rabbine et elle était orthodoxe. Et elle a été déportée, mais c'était une orthodoxe. Bon, alors il faut voir dans quelle mesure elle professait. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'elle met... Je suppose que si elle était orthodoxe, elle ne mettait pas les téphilines. Mais je veux dire, non, je ne pense pas, mais qu'elle devait... Elle faisait des drachot. Quelle drachot, peut-être entre femmes, ou je ne sais pas, j'ignore. On pourrait avoir les points précis. Je vous écoute encore une fois. Oui, donc c'est ça. C'est ça. C'est plus un problème de tzniout et de Oui. mélanger avec les hommes. Voilà. D'interdiction. Voilà. Encore une fois, moi je crois, personnellement, je crois que c'est bien. Au contraire, ça rapproche les femmes de la synagogue, ça rapproche les femmes de la communauté. Au contraire, c'est bien. Pourquoi pas? Mais encore une fois, dans la marge de l'orthodoxie, dans le cadre de l'orthodoxie. Et surtout, je vous dis, les choses elles sont différentes aujourd'hui parce qu'on vit une vie moderne. On est dans une société autre que celle que nos mères et nos grands-mères ont connue. Les femmes lisent l'hébreu, les femmes écoutent les drachot, les femmes comprennent les drachot. Il fut un temps, on ne comprenait rien du tout. Les femmes étudient la Gemara. Moi, j'ai enseigné à des jeunes filles la Gemara, c'était très bien. C'était très bien. Et Pour le fait que les femmes peuvent mettre les filles. ça, c'est un autre problème, parce qu'encore une fois, c'est se mesurer aux hommes. Encore, si on parle de Michal ou des filles de Rachi ou d'autres, etc., encore une fois, elles ont atteint un niveau spirituel intense qu'elles ont éprouvé le besoin de mettre des téphilines. Et encore, c'est des exceptions, une sur 1 milliard. C'est des exceptions exceptionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vous écoute, je vous en prie. Maintenant, les femmes aussi sont exposées au grand monde. C'est juste. C'est juste. Alors certains pensent que, par exemple, au kibbutz, il y a des femmes, alors les rabbins on leur a posé la question, au kibbutz. Bon, les enfants sont au Beth Yeladim. La kvissa, il n'y a pas de kvissa. Les habits, il n'y a pas d'habits. Je fais mon travail comme un homme, et puis, etc., etc. Alors, est-ce que je dois prier 3 prières par jour? Réponse oui. Réponse oui. Il n'y a aucune raison que non. Parce que finalement, comme vous dites si bien. Alors, mais il y a des mitzvot qui sont, bon, on va dire des mitzvot qui sont réservés aux hommes, c'est vrai. Et des fois, elle va allaiter même au kibbutz. Alors bon, les choses sont différentes aujourd'hui au kibbutz parce qu'il y a privatisation, etc. Et bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais en gros, au niveau des prières seulement j'entends, hein, mais en gros, on a trouvé cette... il y a eu la question qui a été posée. Encore une dernière question? Oui, je vous en prie. Il reste quand même un décalage entre
disent orthodoxes et restent. Bien sûr. Les femmes à la maison restent plus souvent à la maison dans ce monde orthodoxe, alors qu'ailleurs les femmes sont actives. C'est pas forcément vrai. Où est la question? C'est le contraire. Les femmes orthodoxes, elles sont dehors et c'est elles qui gagnent pas. Alors ça, Alors là, c'est le monde à l'envers. Alors là, si on Vous pouvez répéter la question parce que- alors, je répète la question. Mais je sais pas, il y a deux questions ensemble, j'ai pas très bien compris. Ils font des doctorats, les enseignent dans les Alors, il y a un problème. Alors, je réponds à madame. Ouais. Il y a un problème au niveau de la halakha. Je vous dis tout de suite, enfin, si vous me posez à moi la question, c'est moi qui réponds, hein. C'est pas un autre. Mais quelle est la question? La question est la question. Je vais dire la question. La question, c'est que l'homme, le mari, la veille, c'est madame, hein, la veille du mariage, signe sur la ketouba qu'il s'engage à subvenir aux besoins de son épouse. Dans la nourriture, dans les habits, dans le fait de vivre sous le même toit. Et dans certains milieux orthodoxes, on trouve l'inverse. Il est au collège. Dans certains milieux orthodoxes, on trouve l'inverse. Je me suis bien exprimé? Ouais. Ça veut dire que... Mais attention, on trouve l'inverse parce que madame, elle est d'accord avec cela. Mais, et donc, dès le plus bas âge, on lui enseigne que ça peut être comme ça, on va dire. Pour employer des termes très, très, très délicats. spécialement d'accord, elle est conditionnée à ça. Conditionné. Et c'est ce qui se trouve dans le milieu kharidi, donc c'est la raison pour laquelle... Mais c'est très nouveau, parce que il fut un temps où il n'y avait pas de bourse pour les collèges libres. Il n'y a pas très longtemps encore, c'est le jeu de la politique qui a fait que... il n'y a pas très longtemps, c'est une histoire de 40 ans. C'est à peu près il y a 40 ans. Avant, il n'y avait pas tellement de bourses que ça pour les collèges nikim. Vous sachiez. C'est le jeu de la politique, donnant. Tu me donnes ça, je te donne ça. Et il s'est trouvé que ça a été, les cartes ont été un peu brouillées. Que maintenant, la dame, la mère de famille se retrouve, elle veut subvenir aux besoins de son mari, elle demande que son mari devienne Talmid Hacham et qu'il étudie dans un collège, etc. etc. Donc un peu les cartes ont été brouillées. Personnellement, moi j'ai toujours dit, je dis que, je suis désolé, mais je veux dire un peu une chose atomique là, mais le mari il a signé le jour de son mariage. Il a signé, il s'est engagé auprès de Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est un grave problème. Bon, demandez à un collègue qu'est-ce qu'il en pense. Moi je suis pas d'accord, enfin moi. Bon, encore une dernière question. Voilà. Bon, eh ben, je vous remercie. Oui, je vous en prie, madame, une dernière question. Je voulais simplement te demander quand est-ce qu'on va résoudre ce problème du divorce, l'homme qui refuse de donner le guet, et ces femmes qui sont dans... C'est terrible, quelquefois ça dure des années, elles sont... Mais jusqu'à quand? Alors, l'inverse existe aussi. Hein. L'inverse existe de aussi. donner le guet, Non, la femme refuse de recevoir le guet. on parle surtout de ces femmes qui ne peuvent pas refaire leur vie parce que, à cause de ce mal. Alors, je vais vous dire, personnellement, on termine avec la dernière question. Ouais, la question était que ça s'appelle les hommes parfois refusent de donner le guet à leurs femmes et donc les femmes se retrouvent agounot. Elles ne peuvent pas se remettre. Personnellement, j'ai entendu le grand rabbin d'Israël, à l'époque c'était le Rav Shlomo Amar, qui a dit que d'une façon ou d'une autre, on arrivait à résoudre ce genre de problème. C'est vrai que ça demande parfois des années. Parfois, c'est pire que ça. Parfois, il y a des hommes qui fuient Eretz Israël. Et donc, il y a des shlichim Bet Din, que vous le sachiez. Il y a des shlichim, des émissaires du Bet Din, qui se retrouvent dans tous les coins du monde, dans les coins les plus reculés du monde. En Amérique latine, en Inde, en Éthiopie, pour retrouver ces hommes-là. Et il a dit que les cas qu'on ne sont pas arrivés à résoudre jusqu'à l'heure où il était grand rabbin d'Israël peuvent se compter sur les deux doigts d'une main. Sur les doigts d'une main, je veux dire.
Alors il dit, oui, il a parlé de 10 personnes, 10 cas insolubles. Mais encore une fois, c'est lui, je ne sais pas, je n'ai pas les détails. Et on a... Mais c'est vrai que, bon, mais en général, c'est vrai. Je reconnais que le Beddin se retrouve devant parfois des situations très difficiles. Mais faut pas, encore une fois, il ne faut pas prendre les extrêmes comme généralité. Hein. Encore une fois, ce sont des extrêmes, ça veut dire que ce sont des cas extrêmes. Pourquoi on est arrivé à ce genre d'extrême? Encore une fois, ce sont des exceptions, il faut le dire. En général, on arrive toujours à trouver un moyen. Enfin, ça c'est un autre sujet, hein, c'est un autre sujet. Mais on arrive toujours à trouver, que ce soit avec de l'argent, avec autre chose. Bon, et je vous remercie. J'espère que j'ai été...